Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Women Care où on aborde plein de sujets différents dans le but de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Aujourd'hui, vous retrouvez Malaika. Bonjour. Et Eva, moi-même, sur le thème études sur la santé des femmes. Saviez-vous que la recherche, la médecine, les équipements, ils sont pensés pour les hommes. Donc par conséquent, les femmes, elles sont moins bien soignées, moins bien protégées et moins bien diagnostiquées que les hommes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre podcast. C'est ça. Et donc pour commencer, on va voir un mythe qui est quand même assez répandu dans la société, c'est le fameux mythe du 8 heures de sommeil par nuit. Ça a été une étude réalisée par la Sleep Foundation qui a prouvé que du coup c'était faux. C'est une moyenne d'études qui ont été menées majoritairement sur des hommes et du coup c'est bien connu que les femmes ont besoin de plus de sommeil puisque elles ont un cycle menstruel et donc du coup ça change vis-à-vis des hormones. Ah ouais, c'est vrai. Parce que quand on regarde les hommes, eux, c'est un peu tout le temps... ils n'ont pas de cycle en fait, donc eux ça varie pas. C'est ça. Alors que on dit femme, mais toute personne qui a ses règles, on a vraiment un cycle et ça change. Et du coup, en fait, c'est ça, pourquoi les femmes, elles ont besoin de dormir plus, c'est par rapport à ça ? D'après les études menées par cette fondation-là, donc c'est en général les femmes, on a un sommeil de moins bonne qualité. Ça va être expliqué par la sécrétion d'oestrogènes, par des carences en fer, peut-être par le cycle menstruel, comme j'ai pu le mentionner avant, ou encore par la grossesse ou la ménopause. On peut aussi mentionner les insomnies, puisque les femmes, elles sont en moyenne 40% plus touchées que les hommes. C'est vrai ? Et oui, tout comme... on est bien lotis, nous. Tout comme d'autres problèmes de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression. J'avais aussi entendu parler du syndrome des jambes sans repos, est-ce que tu connais ? Ça me dit quelque chose de non. En fait, mais c'est totalement horrible. C'est des fourmillements, des picotements et des impressions vraiment de décharge électrique, mais voire vraiment des douleurs dans les jambes. Et en fait, les femmes, elles sont plus touchées par ce phénomène que les hommes. Et du coup, ça rajoute un peu plus au phénomène de charge mentale. Charge mentale qu'on va évoquer dans un autre podcast qui n'est pas encore sorti pour moi. C'est le podcast sur la santé mentale. Allez voir. Ou alors il n'est pas encore sorti, mais ce sera très intéressant. Donc voilà, on en parlera plus de ce sujet dans ce podcast. Exactement. Ensuite, les femmes en tant que sujet test, c'est pas trop ça. Il y a l'article de Stéphanie Fulgion, j'espère que je prononce bien, dans le magazine AWIS, qui a montré qu'avant 93, la plupart des essais cliniques ils étaient seulement réservés aux hommes, car les scientifiques ont trouvé les femmes compliquées, fragiles, ou elles étaient juste invisibles. Donc en fait, ça veut dire que l'on ne traite pas avec les hormones féminins, parce qu'ils compliquent les résultats. C'est ballot. Alors oui. On écarte du coup vraiment la moitié de la population plutôt que d'adapter les médicaments à la biologie féminine. C'est quand même hyper alarmant, puisque les femmes et les hommes ne doivent peut-être pas réagir pareil aux médicaments. C'est normal. Et oui, et puis du coup ça a causé énormément de complications, comme par exemple le scandale du thalidomide aux États-Unis dans les années 50. Donc en gros c'était quoi ? C'était des nourrissons qui étaient nés avec des difformités ou encore des problèmes au niveau d'organes. Donc en termes de chiffres, on avait trouvé que ça avait touché environ 10 000 à 20 000 bébés et qu'il y avait environ 40% d'enfants morts-nés ou d'enfants morts peu après leur naissance pour les femmes qui avaient consommé ce médicament. Et c'est un phénomène qui s'est également vu en Europe. Alors on a commencé à mener des études sur les médicaments dangereux pour la santé des femmes et leurs enfants pendant leur grossesse. D'accord, donc en fait on s'est vraiment rendu compte que les femmes, elles métabolisent les médicaments vraiment différemment des hommes. On est égaux, mais on est différents quand même, faut pas l'oublier. Oui. Et donc il y a plus d'effets secondaires, elles sont plus susceptibles de contracter des maladies auto-immunes ou montrer des symptômes différents lors de crises cardiaques, des nausées ou encore vraiment des mal de dos. Donc en fait cette prise en charge tardive, ça montre qu'il n'y a pas de soins, il y a vraiment des morts inutiles, les médicaments sont moins efficaces, il y a plus d'effets secondaires et ça c'est, même si ça a un peu évolué, ça encore aujourd'hui et je trouve ça vraiment inquiétant en fait. Tu vois. Un exemple tout bête, par exemple quand tu vas chez le médecin, ton médecin te dit pas ça c'est adapté pour les femmes, ça c'est pas adapté pour les femmes et tout. Ou c'est adapté, par exemple, si tu fais un certain poids, c'est adapté pour toi, c'est pas adapté pour toi. Ou même, il me semble, j'avais vu, mais ça, je suis pas sûre, qu'il y a certains médicaments où les personnes noires vont réagir encore différemment que des personnes blanches ou quoi. C'est vrai, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, mais c'est super intéressant, en fait, de mentionner ça, et même dans ce podcast, parce que je suis sûre, moi, par exemple, je le savais pas, tu vas me l'apprendre. On va sûrement l'apprendre à plein de gens. Là, ce qu'on était en train d'expliquer, je suis sûre qu'il y en a sûrement qui le savent, mais il y en a d'autres qui le savent pas. Et c'est un peu le but de ce podcast, de prévenir.
Pour continuer sur un autre sujet super rigolo, avec une étude menée par le National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis. Donc c'est une étude menée en 2011 qui a révélé que les femmes étaient 47% plus susceptibles d'être blessées par les équipements de sécurité que les hommes. Pourquoi ? En raison de la différence de morphologie. Et oui, les femmes, elles ont plus de chances de mourir ou être vraiment gravement blessées dans des accidents de voiture parce que ce soit à cause des sièges, des airbags ou encore des ceintures de sécurité. Donc par exemple, le positionnement de la ceinture sur le corps des femmes et des hommes, ça va pas vraiment se mettre pareil. Les femmes, souvent, elles ont une poitrine, il faut penser aussi aux femmes aux fortes poitrines. Ça va complètement différencier en fait la manière d'être sécurisée, on va dire. C'est vraiment adapté en fait pour des corps masculins avec du coup un gabarit moyen, on va dire. Les femmes qui sont souvent plus petites, souvent mais on généralise pas, elles doivent avancer leur siège et du coup il y a plus d'exposition au choc. C'est vraiment ce qui a été prouvé. C'est ça. Pourtant, ce sont les hommes qui meurent le plus au volant et provoquent le plus d'accidents. Donc moi, un petit aparté, mais j'en ai marre de dire encore une femme au volant. Ça m'énerve. C'est un stéréotype genre qui est sexiste. Mais on l'entend tellement tous les jours alors que c'est les hommes qui provoquent le plus d'accidents, ça a été prouvé. Mais bien sûr ça m'énerve. Oui. Alors que quand tu fais un minimum le code de la route, t'as une question qui est quels sont les facteurs qui expliquent le plus d'accidents ? C'est quoi ? C'est vitesse et alcool. Oui. Voilà. C'est des facteurs qui sont plus récurrents chez les hommes. Encore pour revenir sur la conduite, moi je prends des petits cours de conduite également et maintenant que je sais cette info, ça me travaille encore plus parce que moi du coup vu que je suis petite, je dois m'avancer super proche du volant et du coup ce qui fait que par exemple tu vois les priorités à droite, je suis obligée de tourner la tête. T'es hyper mal installée et puis tout le monde trouve ça normal alors que c'est pas normal de pas être bien installé quand tu conduis. Alors que je suis désolée, avec la technologie, tout ça, quand on voit tout ce que l'IA peut faire, on n'est pas capable d'adapter des sièges de voiture. Mais oui. Voilà. C'est comme, autre exemple, tu vois les mannequins pour faire le CPR, je crois que c'est... Oui, je l'ai fait il y a pas longtemps, voilà. comment ça s'appelle, le PSC1, et c'est vrai que... Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Donc ça veut dire qu'on ne sauve pas les femmes, qu'on n'apprend pas à les sauver. Enfin, quoique, je suis un peu médisante là, parce que le bénévole qui nous a fait la formation, il nous a quand même précisé les manières de faire avec des personnes à forte poitrine, des femmes enceintes et les personnes obèses. Mais cela dit, il nous a expliqué, mais on n'a pas fait la pratique. C'est quand même... on peut quand même investir et créer des mannequins pour les femmes. Mais c'est comme, du coup, moi j'avais vu, il me semble dans des articles, des gens qui savaient pas trop quoi faire parce qu'ils avaient peur d'attoucher les femmes et tout, de mettre la main sur la poitrine, machin, et du coup ça conduit à des situations bêtes comme ça, où la personne, elle c'est littéralement... pour sauver la personne, en fait, ça. C'est pas grave, elle va pas te dire t'as touché mes seins. Non, tu vois. Je préfère être en vie que de me dire il m'a touché les seins. Oui. Voilà. Donc voilà. Pour continuer sur les merveilleux sujets, on va parler des facteurs cancérigènes dans les produits féminins. Donc c'est bien connu que dans les protections menstruelles, il y a des produits toxiques. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a dressé la liste des composés chimiques dits préoccupants identifiés. Elle en est évidemment effarante. Donc outre des pesticides... Pesticides Est-ce que ça m'étonne ? Non. Ça m'étonne. En fait, on veut nous tuer. Oui. Donc je disais, outre des pesticides, il y a eu aussi des tests qui ont été réalisés en 2016 qui ont mis en évidence la présence de nombreux hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, ou de phtalates dans les protections externes de dioxine et furane, ainsi que des DNOP, donc des autres phtalates, dans les tampons. Donc autant de substances aux effets cancérigènes, mutagènes ou encore reprotoxiques, démontrés ou considérés comme des perturbateurs endocriniens. Mais c'est fou. Mais ça, on nous en parle pas vraiment. Est-ce que dans les supermarchés, t'as vu des trucs en mode attention, il y a peut-être des produits cancérigènes, je crois pas. À moins qu'ils aient déjà retiré ou fait des efforts là-dessus. Mais donc ça continue d'être en vente. En toute honnêteté, ça me dit rien. Moi non plus. Ça me dit rien. Mais on sait ce genre de choses. Et imaginons les produits qui sont encore là, ça contient. Donc on sait ce genre de choses et on laisse les femmes acheter. C'est comme tout ce que je sais par rapport à tout ce qui est de toxique par rapport aux protections hygiéniques, c'est le fameux choc toxique. J'ai jamais entendu parler. En gros, le choc toxique, il me semble, c'est que tu peux développer une sorte d'infection, du coup, dans tes parties génitales, si tu laisses trop longtemps une serviette hygiénique. Ah ouais. C'est ça, genre. Voilà, mais c'est tout ce que je sais. Mais du coup, finalement, quand tu sais qu'il y a plein de produits toxiques dedans, la corrélation se fait. Du coup, c'est vrai que, techniquement, il faut privilégier les serviettes réutilisables. Mais c'est assez cher, c'est dommage que ce soit pas abordable. Mais bon, t'en achètes de temps en temps et après tu te fais une collection, on va dire. Ouais, ou sinon les culottes de règles. Les culottes de règles, pourquoi c'est pas la même chose ?
Je sais pas, je croyais que tu parlais. Si, non, c'est ah, vraiment ok, les d'accord. culottes de règles. Pourquoi j'avais dit quoi? T'as Des dit trucs les protections. réutilisables. Ouais, mais Oui. parce que je sais que ça Non, les existe culottes aussi. de règles, pardon. Il y a aussi les cups, mais ça, je connais pas bien. Moi non plus. Mais je c'est un sais peu pas si ça marche terrifiant, je bien. trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais vraiment, je pense que les culottes de règles, moi, je le recommande. Je pense que c'est juste, c'est pas tellement abordable. Bah, ça dépend. Mais tu l'as acheté Ouais, et c'est ça. rentable. Alors que quand tu regardes les protections hygiéniques, bah, tu les achètes, tu les jettes. Mais surtout que c'est cher en plus. C'est aussi. cher en plus, donc au final, c'est rentable quand même. Si tu veux voir un truc Ça qui est vaut pas le coup. trop de la merde, c'est quand même un certain coût. Ouais, et surtout, bah, du coup, on peut continuer avec l'efficacité des serviettes hygiéniques. C'est testé avec des solutions aqueuses, donc vraiment proches de la consistance de l'eau, parce qu'il n'a rien à voir avec la réalité du sang. Surtout que le sang, c'est vraiment. C'est un peu différent pour tout le monde. Enfin, pas Ouais. vraiment, mais tu vois, les menstruations, c'est pas toujours les C'est mêmes. plus Et surtout, visqueux, c'est différent quoi. le sang et de l'eau. Bah, ça n'a rien à voir. Bah oui. On le saurait si on perdait de l'eau. Et donc, ça rend en fait les produits moins efficaces de ce qu'ils pourraient l'être s'ils étaient réalisés de manière convenable dès le début. Il me semble que ça commence un petit peu à changer, mais même quand on regarde dans les pubs, Ouais. on saigne bleu nous maintenant. Oui. c'est vrai ça. Enfin voilà, tu vois. Je suis d'accord. Mais je crois que ça commence à changer. Il y a certaines pubs où ils montrent du sang, Ça me du ouais, vrai sang. peut-être. Pas qu'on réclame du vrai sang, mais on veut juste la réalité. Parce qu'il y a peut-être des hommes qui savent pas qu'on saigne au rouge. Enfin écoute, on est des princesses. Mais écoute, voilà. Donc ouais, le thème serviette hygiénique est éclos. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah pour continuer du coup sur un thème qui est un peu similaire mais pas trop. Donc en parlant des effets de la ménopause et de la sécheresse vaginale. Donc la ménopause, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une étape naturelle de la vie des femmes qui correspond à l'arrêt définitif des règles. Donc ça survient généralement autour de la cinquantaine et c'est lié à une baisse des hormones reproductives. Donc ça marque la fin de la période fertile, mais ça s'accompagne aussi de changements physiques et parfois psychologiques dont l'intensité varie d'une personne à l'autre. Et oui, la ménopause, c'est vraiment une étape naturelle de la vie, mais ça reste vraiment tabou et minimisé, y compris dans le milieu médical. La ménopause peut par exemple provoquer de la sécheresse vaginale. Bah tu vois, ça je savais pas du tout. Et moi non plus, on l'a appris en faisant nos petites recherches. C'est ça. Donc en fait, la sécheresse vaginale, ça peut provoquer des douleurs, des irritations, des infections à répétition et rendre les rapports sexuels inconfortables, voire vraiment douloureux. Pourtant, ce symptôme est encore trop souvent banalisé ou passé sous le silence. C'est exactement ce que je viens de dire. Est-ce qu'on en a déjà entendu parler? Bah non. La sécheresse vaginale, peut-être qu'il y a un petit peu des trucs, mais on l'a jamais vraiment lié à la ménopause. C'est ça. Bah, On est vraiment gagnantes, nous les femmes, dans l'histoire. C'est vrai. Bah, c'est comme la ménopause en général, genre, on n'en entend pas beaucoup parler. Non, c'est grave tabou. Mais oui, Alors que pas du tout, c'est c'est naturel. très triste. Et oui. Alors que c'est juste une autre étape hormonale dans la vie. Puis surtout des que ça peut personnes être menstruées, vraiment quoi. une phase très difficile pour certaines femmes. Bah ouais. Donc c'est bien d'en parler, de dire, de montrer à ces femmes, ce que vous vivez, il y a plein d'autres femmes qui le vivent. C'est Elles ça. doivent le savoir. Hein. Bah oui. Mais il y a plein d'autres femmes qui le vivent. Et c'est bien d'être accompagnée, d'en parler aux médecins, ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est un peu trop tabou, même dans le C'est milieu ça. médical. C'est dommage. Donc en fait, dans le système de santé, beaucoup de femmes, elles témoignent de consultations expéditives, de réponses floues ou culpabilisantes. C'est normal, il faut faire avec, c'est l'âge. Donc en fait, c'est comme si la souffrance, elle devenait acceptable dès lors que ça concerne le corps des femmes. Et plus encore lorsqu'elles vieillissent. Bah voilà. Bah du coup, cette négligence, ça révèle un problème plus large qui est que la santé des femmes reste sous-étudiée, sous-diagnostiquée et sous-traitée. Et donc que la ménopause, contrairement à d'autres étapes de la vie, bénéficie de peu de recherche, de peu de formation médicale approfondie et de peu d'accompagnement global. C'est un peu surtout le thème santé, études sur la santé des femmes. On se rend bien compte que les femmes, elles sont un peu laissées pour compte, ça se dit. Ouais, elles sont un peu mises de côté. Oui, c'est ça. C'est dommage. Bah, du coup, encore une autre maladie liée aux hormones et à la menstruation, l'endométriose, donc qui est une maladie peu étudiée, très peu étudiée même, et qui touche exclusivement les femmes, personnes menstruées. Le saviez-vous? Il existe plus de recherches sur la calvitie que sur l'endométriose. C'est génial. D'ailleurs, on a fait un post Instagram dessus. Ouais, il me semble. Exactement. Vous pouvez le retrouver sur notre Instagram, petite pub Womencare Podcast. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir. Et donc, c'est une recherche qui existe vraiment sur le sujet et qui nous paraît évidemment complètement absurde. Donc, c'est comment vivent les hommes dont les partenaires sont atteints d'endométriose. Oui, ou alors je dirais comment tout ramener au sujet des hommes. Hein. Bah, c'est ça. Donc, c'est toujours l'emphase sur le vécu des hommes au lieu de la santé des femmes et comment ça les affecte, elles. De plus, l'endométriose, c'est pas toujours reconnu officiellement comme une maladie. Et oui. Ensuite, donc, on va passer. On n'a pas trop abordé l'endométriose parce que du coup, on vous l'a dit, on a un post Instagram, mais on a également Un thème un thème dédié.
pas dédié, c'est le thème menstruation et contraception qui est normalement déjà sorti, vous pouvez aller voir, on a vraiment beaucoup parlé d'endométriose et mis en avant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et voilà, c'est important d'en parler. Donc ensuite, il y a les régimes et les programmes perte de poids. C'est ça. Saviez-vous que ça marche moins bien sur les femmes, encore une fois, car ce sont des études qui sont menées sans prise en compte des fluctuations hormonales et des besoins des femmes. Donc la femme moyenne a besoin de plus de calories en moyenne que l'homme. Donc on va pas comparer, évidemment, peut-être qu'un homme ça va manger plus, mais on parle de en moyen par rapport à leur gabarit, par rapport à leur corps, par rapport au fait que c'est une femme. Une femme, ça a besoin de manger plus. Et c'est pour ça que ces programmes minceurs, un petit peu, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est ça. Encore, pour parler d'un autre mythe, on a le fameux mythe de l'horloge biologique. Donc, ça a été découvert par une équipe de 2 femmes scientifiques, Katerina Makova et Barbara Arbeituber. J'espère que je le prononce bien. Je trouve que c'est important de les nommer parce que c'est vraiment le mythe autour de la grossesse. En tout cas, je ne sais pas si tu le connaissais. J'en ai déjà entendu parler. L'horloge biologique, tout ça, mais figure-toi que pendant longtemps, je savais pas que c'est un mythe. Pour moi, je pensais que c'était vrai, l'horloge biologique. Oui, parce que vu comment tout le monde en parle... Tout le monde en parle, c'est quelque chose, attention. Hein. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est ce mythe qui consiste à faire croire aux femmes qu'il faut concevoir un enfant avant un certain âge, car les ovocytes se détériorent avec l'âge. Donc, ces femmes ont découvert qu'en réalité, les ovocytes se protègent activement du vieillissement en conservant la stabilité génétique. Donc, c'est des tests qui ont été réalisés sur des femmes de 20 à 42 ans. Et donc, en fait, elles ont découvert que c'est plutôt le sperme des hommes qui se détériore et qui est moins performant avec l'âge. Bon, évidemment, ça reste quand même beaucoup plus à risque de concevoir quand t'as genre 40 ans que 20 ans. Mais c'est quand même une énorme avancée. Ce qu'on souligne, c'est que, c'est encore une fois, on met un peu la faute sur les femmes. C'est ça. Voilà, alors que les hommes, c'est pareil, il y a quelque chose qui se passe. Et une étude de The Conversation Art Caroline Lowe, donc elle a montré plusieurs choses, donc on va vous les énumérer. La fertilité masculine, elle est quasiment divisée par 2 après 40 ans. C'est ça. Ça affecte négativement la qualité du sperme, puisque ça va altérer les données génétiques et épigénétiques, et donc le patrimoine génétique du futur enfant. Ça réduit également sa fertilité et le nombre de spermatozoïdes produits. Puisque du coup ces derniers sont moins mobiles et moins performants pour féconder un ovocyte, ce qui implique souvent de recourir à leur injection médicalement assistée. Ça augmente les risques de fausses couches, des complications médicales pour la mère, par exemple des retards de croissance intra-utérine, des naissances prématurées, etc. Ça va aussi entraîner une plus grande probabilité de problèmes santé futurs chez les enfants à naître, donc en particulier les troubles du spectre autistique qui sont augmentés de 80%, ou la schizophrénie, un risque aussi augmenté de près de 50%, ou encore les troubles bipolaires et la leucémie infantile. Donc en fait, le risque de faible poids à la naissance ou d'hospitalisation néonatale est également accru. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de mise en avant de la fameuse horloge biologique féminine. Alors que les hommes, on n'en parle pas vraiment. On se dit, ouais, les hommes, ça peut avoir des enfants jusqu'à la fin de leur vie. En fait. Donc en fait, ça montre encore une fois que c'est toujours les femmes le problème et jamais les hommes. On ne dit pas de pointer du doigt les hommes, on montre juste la vérité et les faits, en fait. C'est ça. Parce que ça a été prouvé scientifiquement, pour le coup. Oui. Et donc, pour conclure, rappelez-vous, si vous saviez peut-être, on avait un petit sondage. C'est vrai. Justement pour faire participer, parce que c'est un peu notre but, c'est pas que notre podcast à nous, c'est le podcast de tout le monde. Exactement, c'est interactif. Et voilà. Donc, une des questions qui était revenue, c'est avez-vous eu des cours d'éducation sexuelle dans votre parcours scolaire ? Et donc, on a quand même oui, à 84%, ce qui est vraiment pas mal. Oui. Je m'attendais à moins. Mais donc, c'est chouette. C'est pas 100%. Non, c'est pas 100%, malheureusement. Même si, d'après certaines personnalités politiques d'extrême droite, il faudrait arrêter tout ça. Mais une autre question qu'on aurait pu rajouter, c'est est-ce que vous la considériez comme étant qualitative ? Parce que moi, personnellement, j'en ai eu une fois. Il me semble que c'était au collège, en 4e ou en 3e, je sais plus. Et c'était absolument pas qualitatif. Non. Genre, on était séparés en 2 groupes. Il y avait les filles et les garçons. Et les garçons, de ce que j'ai entendu dire, ils parlaient principalement de masturbation. Et les filles, on parlait de sexe avant ou après le mariage. Donc, je trouvais ça... ouais, mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça n'a rien à voir. C'est un sujet commun. Bon, après, il me semble qu'on avait eu aussi des intervenantes qui nous avaient montré un peu l'appareil reproducteur féminin et masculin. J'ai surtout le souvenir du féminin. Et voilà. Mais je trouve ça dommage parce que du coup, on aurait juste pu faire un groupe commun et parler de certaines thématiques précises. Oui. Après, c'était bien parce que c'était nous qui parlions.
mais quand même. Ouais, nous, je me rappelle, c'était au collège, pareil, 4e, un truc dans le genre. Par contre, nous, on parlait pas, on était en groupe, on était mixte. Ah, c'est Et bien. c'était, je me rappelle, c'était les moyens de contraception. Donc je trouve que c'était pas mal intéressant. Ouais. Elle nous a expliqué tout ça. Après, j'ai très peu de souvenirs, ça m'a pas marqué. Donc voilà, après, ça remonte. Hein. C'est vrai que ça remonte. Ça remonte, mais ça m'a pas marqué. Est-ce que j'avais trouvé ça utile? Je ne sais pas. Bah, Mais c'est toujours bien d'en faire. C'est très bien. Donc voilà. Encore mieux si c'était mieux. Et après, sur le sondage, il y avait une question, c'est à votre avis, que faudrait-il faire pour réduire les inégalités dans le secteur de la santé? Je te laisse lancer. Donc dans les réponses, il y avait rendre la médecine équitable et accessible. C'est bien vrai, puisque c'est un gros problème en ce moment. C'est que les consultations chez les médecins, ça augmente de plus en plus. C'est de moins en moins bien remboursé par la Sécu. Et il n'y en a pas partout, puisque je ne sais pas si tu avais vu, mais il y avait des grèves de médecins libéraux parce qu'ils ne voulaient pas aller travailler dans les campagnes. Je trouve que je suis un peu kiff-kiff, parce que d'un côté, je peux comprendre, mais en même temps, de l'autre, il faut bien que ces gens-là puissent se soigner. Bah oui. C'est un peu... En même temps, on ne peut pas forcer, mais bon, parfois, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Ensuite, il y avait investir dans la recherche sur les maladies qui concernent plus les femmes, parce que c'était une personne qui, du coup, disait que si c'était une maladie qui touchait plus les hommes, bah, le problème il serait déjà résolu. Et je suis totalement d'accord avec cette personne. Bah ouais. C'est vrai, au final. Comme par exemple... La calvitie, c'est pas une maladie, mais est-ce que ça n'a pas été un peu résolu quand même? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu... résolu, je dirais pas ça, mais il y a vraiment des solutions à ces problèmes. Oui, bah après, j'ai déjà vu des gens qui disaient oui, si les hommes avaient leurs règles, il n'y aurait plus de problème. Une autre réponse, du coup, qui disait plus d'études sur les femmes. Et puis, bah, on est complètement d'accord. Et puis, bah, après, comme on a pu vous l'expliquer durant tout le podcast, il y en a eu très tardivement. Et on espère qu'il y en aura plus dans l'avenir. Oui. Ensuite, il y a une personne qui nous disait pousser les jeunes filles à aller voir un médecin et plus écouter les femmes. Et c'est vrai, parce que je trouve que, par exemple, on ne nous en parle pas assez. Enfin, dernièrement, ça va. Mais tu sais, le vaccin contre le papillomavirus, c'est vrai, on en parle tellement peu alors que ça peut sauver des vies. Alors qu'il me semble que dans les... Et ça concerne aussi les hommes, c'est vrai. Il me semble. Oui. Mais je trouve qu'on le montre pas assez. Alors, le papillomavirus, je crois que c'est pour le cancer de l'utérus, il me semble. Je ne sais plus, mais je sais que c'est dans la zone des parties intimes. Je sais que ça touche tout le monde. Et je sais que il faut aller se faire vacciner, c'est important. Oui, c'est très important. Et bah, du coup, oui. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait également. Mais du coup, pour revenir sur ça, donc par rapport à pousser les filles à aller voir le médecin et plus écouter les femmes, on va notamment en parler dans notre thème qui n'est pas encore sorti, des violences médicales. Du coup, quelqu'un d'autre qui disait plus de sensibilisation. Bah oui, c'est important. Et c'est ce qu'on fait. Exactement. Voilà, on fait partie de ce mouvement, sensibiliser, mais c'est important. C'est ce qu'on voulait faire à travers ce podcast. Exactement, c'est un peu le thème de notre épisode. La cause des femmes, le féminisme, c'est très important parce que sans féminisme, on ne serait pas ici, par exemple. On ne serait pas à l'université. Ensuite, on a mieux éduquer les hommes, et c'est totalement vrai. Est-ce que t'as pas vu passer sur TikTok les mamans qui éduquent leurs petits garçons en mode moi je ferai ça pour que plus tard en fait sa copine elle se sente en confiance avec et tout. De fou. Moi j'avais vu le phénomène inverse qui disait je fais ça avec mon enfant comme ça il trouvera pas ton enfant mieux. Je trouvais ça bizarre, mais je suis contente que du coup t'aies vu le bon côté. Oui, j'ai vu le bon côté. Mais c'est important d'éduquer les hommes. Hein, bien sûr, quand on parle du fait que les hommes, ils ont peut-être plus de gens, on pointe pas tout le monde. Évidemment, on va faire la petite phrase un petit peu pas tous les hommes. Mais bon. Pas tous les hommes, mais toujours un homme. Mais toujours un homme, exactement. Et il y a plein de trucs, mais même par rapport à tout le podcast, si des hommes se sentent concernés parce qu'on dise, voilà, c'est un peu bizarre. Si t'étais droit dans tes baskets, tu te sentirais pas concerné, tu serais d'accord en fait. Exactement. Donc voilà, et finalement, plus de femmes médecins et sensibiliser le personnel médical. C'est vrai que plus de femmes médecins, ce serait chouette. Je sais pas un peu c'est quoi la proportion des femmes médecins par rapport aux hommes, mais je suppose que c'est moins. Je pense aussi. Et après, sensibiliser le personnel médical, c'est pas faux. Ça peut être aussi un thème dont on va parler dans les violences médicales, puisque le personnel médical, c'est bien, mais des fois, ils sont quand même vachement insensibles et ils peuvent te mettre extrêmement mal à l'aise et te faire plein de remarques désobligeantes. Et voilà. Et donc, du coup, ça va avec le dernier point qui est plus de sanctions. C'est vrai, parce que du coup, ces mauvaises pratiques, il faudrait qu'elles soient sanctionnées. Parce que c'est pas normal que des gens en arrivent à ne plus vouloir aller se soigner parce qu'ils ont des mauvaises expériences avec leur médecin, machin, tout ça. Ouais, ça peut vraiment arriver à des choses assez graves. Et donc, pour conclure, la vraie conclusion, donc une étude de 2021 par les Instituts américains de la santé, donc NIH, à ce sujet, a révélé que cette institution consacre une part disproportionnée de leurs ressources aux maladies qui touchent principalement les hommes, au détriment
de celles qui touchent principalement les femmes. Donc c'est clairement le point de notre podcast. Exactement. Et donc on peut dire que la science n'est pas neutre. Elle ne prend en compte que les besoins des hommes et leur petit confort pour simplifier leur vie à eux. Et du coup, la misogynie médicale est dangereuse et tue. Et le patriarcat a produit une science qui considère le corps masculin comme une norme. Mais oui, évidemment. Donc si on devait mettre des associations en avant, ce serait l'ASDF, donc c'est Agir pour la santé des femmes, le pôle mission égalité de la fac, donc il y a une adresse mail qu'on mettra en description, le planning familial de Roubaix, le CCAS de Roubaix, encore une fois l'adresse mail en description, C'est ça. et le service de santé étudiante de la fac. C'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, toujours le même, @womencarepodcast. Vous pourrez retrouver nos autres posts, également des posts sur des offres culturelles dont on n'a pas mentionné ou par rapport à d'autres thèmes. Mais tout sera sur Instagram. Exactement. Et aussi, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts. Salut! Salut!